Bonjour, bienvenue sur CDPA TV, une web TV dédiée à l'entrepreneuriat, la santé, le bien-être, l'éducation. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Traoré Brahima. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, notamment en Afrique, plus précisément au Mali. Bonjour M. Traoré. Bonjour Madame Sissoko. Comment allez-vous? Très bien, vous. Super. Monsieur Traoré, alors nous avons plusieurs internautes qui nous posent des questions sur l'entrepreneuriat au Mali. Comment créer une entreprise? Quels sont les frais et les avantages sur l'entrepreneuriat? Alors, pourquoi y a-t-il autant d'entreprises au Mali, mais qui restent encore informelles? Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci d'être nombreux pour écouter l'émission que Madame Sissoko a eu la gentillesse de bien vouloir l'animer pour nous tous, et notamment pour aujourd'hui le thème qui consiste en gros, dynamiser l'entrepreneuriat au Mali. La question qui est posée, il y a plusieurs facteurs qu'on peut en discuter, mais vu le contrainte de temps, on va peut-être le résumer pour vous de façon plus succincte. Pourquoi il y a un frein? Cela peut s'expliquer notamment par un manque d'informations de communication, notamment sur le système de création d'entreprise au Mali. Et, il y a certes beaucoup d'éléments appréciables qui ont été mis en place aujourd'hui, sauf que ces éléments restent un tout petit peu pas très connus. Donc, du coup, je pense qu'il faut plus donner les moyens de communiquer sur les outils existants et améliorer ces outils-là, là où il y a les failles. Pour créer une entreprise, donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça doit être bien réfléchi et avoir des éléments qui permettent en tout cas à l'entrepreneur de se lancer. Donc, moi, je dirais plus qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de système d'accompagnement à la création d'entreprise. Aussi, oui, le manque d'accompagnement et notamment aussi le manque d'accompagnement humain. Tout à fait. Il y a justement le manque d'accompagnement humain qui est aussi un élément très important parce que les entreprises qui accompagnent justement les entrepreneurs qui souhaitent créer ou reprendre une activité, les plus souvent, c'est un ou deux salariés, donc du coup, qui n'arrivent pas à toucher le maximum de jeunes qui souhaitent créer, et notamment les accompagner du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin, en tout cas, jusqu'à la mise en place de l'activité. Donc, du coup, pour moi, il y a ce frein-là qu'il faut résolver. D'accord. Et qu'en pensez-vous sur le manque de confiance, justement, sur le système? Également, parce que quand on crée l'entreprise, donc du coup, l'entreprise doit être immatriculée normalement. Donc cette immatriculation, elle s'est faite par différents biais. Et là, s'il y a un manque, il y a un frein en tout cas, d'aller vers ces systèmes-là. Donc du coup, il y a un manque de confiance au système. C'est-à-dire, développer un peu plus, le manque de système. Le manque de confiance plutôt. Le manque de confiance au système, tout simplement, moi en étant entrepreneur, je vais me lancer et je ne souhaite pas que les autorités compétentes sachent que je suis assistante. Donc j'essaie de faire mon activité de façon informelle. Et parce que dans ma tête, quand je vais vers les autorités, non seulement c'est une contrainte budgétaire à payer, mais de l'autre côté également, qu'est-ce que les autorités font avec mon argent? Est-ce qu'il y a un retour d'un système qui sera mis à ma disposition? C'est-à-dire un droit de reverser mes impôts, c'est mes taxes, qui sont faites pour booster le système de création d'entreprise, qui peut permettre à des jeunes qui peuvent être en start-up de les accompagner et en mettant en place des locaux dédiés sans qu'ils payent pour un X temps, afin qu'ils puissent tester leur entreprise avec des statuts souples, qu'on ne va pas directement aller vers IRL, SARL, machin, etc., mais qui va leur permettre de faire un statut test pendant 1 an ou 2, voir l'activité, si ça fonctionne, avec moins de charges sociales. Et un endroit
de start-up qui va être à l'image de Silicon Valley pour que ces entreprises puissent aussi s'entraider, avoir un poids, s'imposer sur les marchés locaux et ensuite exporter leurs produits vers l'international. Et cette exportation doit être aussi accompagnée. D'accord, ok, très bien. Alors, on a beaucoup parlé justement des freins. Qu'est-ce qui freine les Maliens, notamment aussi les Africains, à entreprendre? Il y a le système il y a le système qui est là, qui s'impose. Et aussi, maintenant, il y en a beaucoup qui franchissent le pas. Quels sont les avantages, du coup, étant donné qu'il y a beaucoup d'inconvénients vus par les jeunes? Et maintenant, quels sont les avantages pour le fait d'être immatriculé? Qu'est-ce que ça nous rapporterait sur le plan social? Très bien, il y a également autant de réponses qu'on peut citer. Donc, du coup, j'essaierai comme la première d'en résumer quelques réponses. Moi, première vie, immatriculation sociale. Ça te donne un statut social. D'accord. Ce statut social me permet, moi, de me présenter. Je suis un chef d'entreprise, je suis un dirigeant d'entreprise, je suis le directeur de cette entreprise, etc. etc. Donc, ça me donne ce statut-là, qui est social. Si nous ne sommes pas immatriculés, on ne peut pas se présenter en tant que... On ne passe même pas à une carte de visite, on passe même pas à... En tout cas, on n'a pas un statut social. On a un entrepreneur ou une entrepreneur sans statut, sans étiquette, sans rien. On n'a pas une autre entreprise, on n'a pas de statut social. Donc du coup, le statut social sert d'avoir un document officiel avec un numéro qui est immatriculé, en tout cas informatisé auprès d'une autorité compétente. Ce statut social va au-delà également parce que ça me permet, moi, d'importer ou d'exporter mon produit sans avoir de contraintes douanières, sans avoir également de problèmes de services d'hygiène, etc. Parce que je peux aller là où il le faut pour pouvoir, avec un document officiel pour pouvoir vendre mon produit ou mon service. D'accord. Structure aussi en même temps l'activité. Tout à fait. Ça me permet de structurer l'activité. Une activité structurée permet d'anticiper l'investissement. Je m'explique. Si aujourd'hui j'ai des produits, je vends des produits, des meubles, et là pendant plusieurs années j'ai fait ça. J'ai ce savoir-faire, j'ai cette expérience, j'ai des salariés qui travaillent pour ça, et moi également. Et, je sais que dans les 2 années qui viennent, donc sauf les aléas du marché, je peux tout à fait vendre mon produit. Et là, je peux aujourd'hui dire, j'ai acquis cette expérience, je vais investir dans d'autres domaines d'immobilier ou de mobilier. Et là, en ce moment-là, dans mon activité, je peux le faire. Parce que je peux l'anticiper. Cet état d'esprit, c'est uniquement si nous sommes immatriculés. Mais est-ce qu'une activité informelle pourrait justement penser à développer son activité? C'est assez compliqué parce que c'est les entreprises qui sont structurées qui viennent vers les entreprises non structurées pour s'appuyer sur eux en tant que matière première, en gros. Donc, du coup, là, en ce moment, ils peuvent anticiper sur l'investissement. Mais une entreprise informelle anticiper sur l'investissement, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas comment demain est fait. Donc, du coup, c'est assez compliqué pour eux. Et puis, il y a également le problème de confiance à la banque. Moi, en investissant dans des matériels ou dans le produit ou dans le service, je peux aller voir une banque. Je frappe à la porte de mon banquier, je lui explique mon projet, j'amène des éléments. Il est moins regardant chez moi que quelqu'un qui vient en informel pour faire un prêt. Parce qu'il sait qu'il a des éléments d'appréciation qui lui permettent de me prêter ce montant. Et il sait qu'il y a moins de risques. Il y aura un remboursement qui sera fait parce qu'il connaît un peu mes chiffres d'affaires, l'évolution de mon chiffre d'affaires. Il connaît toute la courbe de mon chiffre d'affaires. Mais une entreprise informelle, c'est très difficile de dessiner sa courbe. Bien sûr. D'accord. Et aussi, justement, dans les avantages aussi, je pense qu'on peut créer un réseau d'entrepreneuriat, un réseau où on peut se retrouver entre chefs d'entreprise quand c'est formel. Justement, c'est ce que j'avais dit que
faire en sorte d'image de Silicon Valley, c'est aussi ça. C'est qu'il faut créer un réseau d'entrepreneurs, même s'il y a les chambres de commerce, même s'il y a la chambre de métier, même si ce n'est qu'un complément à ces chambres-là. Ce n'est pas venir s'opposer à ces chambres, mais c'est organiser le marché par secteur, c'est organiser le marché également par fournisseurs et puis intermédiaires, etc., pour que ensemble nous puissions fournir un produit fini sur le marché. Parce qu'on a un centre d'intérêt commun. Ce centre d'intérêt commun peut nous permettre, indépendamment ou en tout cas globalement, d'avoir un chiffre d'affaires important à chacun. Et d'anticiper sur l'avenir, de pouvoir s'adapter sur le contexte du marché. Le marché est très évolutif. Et c'est difficile aujourd'hui, dans le contexte actuel, de pouvoir maîtriser le marché de tous ces éléments. Mais en anticipant, on peut s'adapter au marché. En s'adaptant au marché, ensemble, on a moindre coût. Mais seul, le coût va être très important. Totalement. Donc, vaut mieux, alors, du coup, s'immatriculer, ça a beaucoup plus d'avantages. Ça a beaucoup plus d'avantages. Ça te permet d'accéder au crédit bancaire. Ça te permet de pouvoir vendre ton produit à l'international, notamment ceux qui font de l'import-export. Ça te permet d'être dans un réseau et ça te permet également d'anticiper sur, entre guillemets, l'avenir. M. Traoré, on a parlé de manque de confiance en soi pour les jeunes. Mais aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se font justement voler leurs projets. Ils ont des idées, des innovations, mais lorsqu'ils présentent le projet à une structure, à la banque notamment aussi, ou même l'API ou d'autres structures, ils ne peuvent plus remettre la main sur le projet. Enfin, est-ce que aussi c'est un problématique? C'est un des freins pour la création d'entreprises pour les jeunes. On est tous passés par là. Effectivement, un jeune aujourd'hui qui a des idées, les jeunes le plus souvent ont des idées. Donc, qu'on soit à l'école, qu'on ne soit pas à l'école, la création d'entreprise n'a pas besoin qu'on soit diplômé Bac+8. La création d'entreprise, c'est d'abord l'idée, l'émergence de l'idée. Et être dans un réseau pour être accompagné, être bien accompagné. Et bien entouré. Donc, du coup, savoir qu'il y a quelqu'un. Psychologiquement, c'est important pour une création d'entreprise, même si la personne ne met pas de l'argent liquide, mais ça permet d'amorcer le stress. Donc, les risques qu'on prend. Pour revenir à la question, un jeune qui n'a pas de moyens, qui a des idées, qui va déposer son projet auprès d'une structure, le premier réflexe que cette structure, en tout cas une des personnes malveillantes de la structure qui va regarder ça, tiens, c'est un projet intéressant, mais il n'est pas fait pour diriger ce type de projet. Donc du coup, on va essayer de le faire tourner en rond. Pour le décourager. Pour le décourager, justement. Et puis par la suite, récupérer son projet. Et 2 ans ou quelques mois après, on apprend que tel projet a été exécuté en changeant juste quelques mots là-dedans, des noms, machin, etc. Le plus souvent même, on ne change même pas de virgule dans ce que le jeune a apporté comme... Alors qu'il a mis du temps à faire son étude de marché, à faire son business plan. C'est très décourageant, mais alors, comment on peut y remédier? Enfin, il y a un moyen de contourner... moi, la solution pour moi, c'est que les jeunes s'associent. En s'associant, on peut travailler ensemble avec des centres d'intérêt commun. Il ne faut pas que j'aille seul une fois de plus. Il faut qu'on s'associe pour être fort. Deuxième chose, il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut que les services, l'appareil public soient là pour permettre à des jeunes d'être dans une atmosphère, d'un écosystème qui leur permette de pouvoir créer leur entreprise de façon sereine et avoir une confiance. La confiance est l'élément important dans l'économie. Tous les grands économistes s'accordent à dire sans confiance, le marché est pessimiste. Et donc, du coup, pour qu'il y ait l'optimisme qui se fait au niveau du marché, il faut qu'il y ait de la confiance générale des consommateurs, des économistes. Donc, une fois que cette confiance est établie, ça permet
on va dire, d'utiliser les ressources financières, notamment pour les jeunes, mais également pour l'emploi. Parce que les jeunes sont la première catégorie de la population qui est touchée par le chômage. Donc du coup, si on n'a pas les moyens de leur fournir des postes, en tout cas de l'emploi, qu'on leur donne les moyens de créer leur propre emploi, qu'ils ne s'orientent pas tous vers la fonction publique, vers les ONG. Ils peuvent être détenteurs de ces entreprises, pouvoir créer, anticiper leur propre création d'entreprise. Cela doit même être, à mon avis, une des conditions, en tout cas, favoriser cette pratique à la sortie des universités. Donc, dès la 3e année, 4e année des universités ou même des collèges, je vais dire BTS, etc., qui a ce système qui permettrait de regrouper justement les... Tout à fait, les accompagner, les permettre de créer leur propre entreprise, parce que vous, étant dans la coiffure, sans être stéréotypé, ou dans l'ingénierie informatique, et moi dans la coiffure par exemple, et donc du coup, on peut tout à fait travailler ensemble. D'accord, créer une synergie. Une synergie. En créant cette synergie à la sortie de l'école, ça permet à chacun d'être interdépendant d'un groupe à l'autre. Donc là, il y a ce manque de culture chez nous qu'il faut activer, qu'il faut cultiver. Monsieur Traoré, le Malien est individualiste. Ça, on est tous d'accord sur la toile. Donc, pour cela, on a parlé qu'il faudrait, pour créer cette synergie-là, il faut la solidarité. Et c'est pas vous qui allez mettre ça en place, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une facilité, du coup, pour pouvoir créer cette solidarité entre les créateurs, les innovateurs et aussi ceux qui sont déjà chefs d'entreprise? Tout est une question d'éducation, tout est une question de formation. Là, ça prend du temps probablement, parce qu'effectivement, la culture aujourd'hui tend vers l'individualisme, parce que tous nos grands commerçants ont allé en solo, ont bâti leur fortune en solo. Donc du coup, travailler ensemble, on a dit qu'il y a aussi ces aléas de rupture entre associés. Donc, tous ces éléments-là peuvent être anticipés pour pouvoir le contenir dans un système clair, notarial, qui permette à chacun de travailler, même si un associé se met à partir, en mettant une clause d'entrée, une clause de sortie. Et cette clause doit être bien définie, qui fait qu'aujourd'hui, quand je quitte l'entreprise, la première personne qui doit racheter mes parts doit être mes propres associés d'abord, pour que l'entreprise puisse continuer. Quitte à ce que de grosses entreprises soient d'une partie prises par le pouvoir public, ou en tout cas de créer des structures qui permettent, à l'image des pays France, je ne dis pas qu'il faut copier la France directement, mais c'est de prendre l'exemple aussi des choses qui marchent, voire de transposer de façon sociale pour nous, c'est-à-dire que ça rentre dans notre code social. Et là, cela va permettre d'anticiper les ruptures entre associés. D'accord. Donc du coup, je souhaiterais créer une entreprise. Je n'ai forcément pas les moyens, que ce soit financiers ou même moyens humains. Donc j'envisage de m'associer à une personne sereinement pour être tranquille dans ma tête. Vaudrait mieux que tout soit formel, donc une activité déclarée, immatriculée, et notamment aussi bien discuter avec l'associé et écrire tout sur blanc. Demain, nous sommes deux associés, tu pars de l'entreprise, voilà ce qui t'arrivera si tu pars de l'entreprise, voilà ce qui en restera, mais étant donné que nous avons tout défini à l'avance, cela aussi permettra
d'anéantir justement les associés à partir et puis créer une fois de plus une forte... Tout à fait, tout à fait. On sait qu'on est attachés l'un à l'autre et on a un centre d'intérêt. Pas marié, mais attaché. Ouais, et donc, du coup, on sait que si je décide de partir aujourd'hui, l'entreprise peut toujours continuer. Ah, d'accord. On a vu Facebook, donc du coup, au moment où Facebook a été créé, et aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Donc, du coup, il y a eu des départs, il y a eu des affaires de justice, etc., etc. Donc, du coup, la culture entrepreneuriale en fusion, en part, comment dire ça, en amenant des parts entre associés, aujourd'hui manque. Et donc, du coup, cette manque-là peut être améliorée en faisant une formation dès l'entrée des écoles de formation professionnelle, les universités, etc., etc., pour que, même dans l'informel, on n'est pas obligé, aujourd'hui d'être à l'école une fois de plus pour pouvoir entreprendre. Donc, du coup, on peut former ces personnes, des entrepreneurs, dans leur langue locale, pour que ces personnes puissent comprendre les enjeux, les avantages, et en ce moment-là, s'immatriculer par conséquence. Le copier-coller. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup se disent entrepreneurs, et le copier-coller, on en entend beaucoup. Un tel fait ça, donc ça marche très bien, je vais le faire. Est-ce que c'est trop une facilité, non? Tout à fait. C'est pas parce que vous, en tant qu'ingénieur informatique, vous avez réussi aujourd'hui à mettre en place des systèmes de codage informatique, etc., une entreprise florissante, que moi également je sors de l'école aujourd'hui informatique, et donc du coup je me dis, Madame Sissoko a réussi, je vais réussir. Ce n'est pas forcément le cas. Tout le monde ne s'improvise pas entrepreneur, une fois de plus. Il faut déjà un savoir-faire et aussi avoir, entre guillemets, les fibres entrepreneuriales. Qui n'est pas donné à tout le monde. Qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ça peut être travaillé, ça peut être... tu peux l'accueillir. D'accord. Et donc, du coup, le copier-coller ne marche pas forcément dans tous les cas. Parce que vous avez étudié bien le marché. Vous avez fait une analyse. Vous êtes fait accompagner. Vous êtes dans un réseau, etc., etc. Moi, je viens du jour au lendemain, je vois que ça marche pour vous, je me lance à le faire, à faire comme vous. Donc, du coup, ça ne marchera pas forcément. On voit qu'il y a un secteur qui commence à bien donner. Tout le monde se met dans ce secteur-là et tout le monde va droit au mur. Si les pays qui vont réussir, c'est ceux qui vont être sereins dans l'activité et qui vont essayer d'innover l'activité. Mais oui, parce que forcément, ils ne connaissent pas le marché avant de se lancer. C'est juste que ça a marché pour l'autre, donc je me lance. Donc il faut impérativement poser le plan, le business plan, et avant de se lancer dans une activité et pas faire comme le voisin. Et M. Traoré, les femmes entreprennent beaucoup en Afrique. Elles sont, je pense... maintenant, 90% de femmes sont sur les marchés, mais ça, une fois de plus, ça reste toujours un secteur informel, mais elles sont beaucoup productives. Et du coup, qu'est-ce qui manque à ces femmes-là pour réussir encore plus davantage? Moi, je suis vraiment admirateur de ces femmes qui sont sur le marché, qui travaillent durement. Moi, j'étais également élevé par ça. Je voyais ma mère qui faisait le commerce. Le commerce sur le marché, fait par ces femmes, tenu par ces femmes, les fruits et légumes, le vendeur, comme on appelle banana, au bord de route, pour vendre des bananes, en tout cas des fruits, pour gagner 500 francs CFA, 1000 francs CFA de bénéfices. Je ne peux être qu'admirateur pour ces femmes-là, qui sont vraiment très très courageuse. Une fois qu'on a dit ça, il y a un mais. Le mais, c'est que le chiffre d'affaires réalisé journalièrement ou mensuellement, annuellement, n'est pas tout à fait reconnu comme chiffre d'affaires par ces femmes-là. Elles savent bien trouver leurs bénéfices, ça c'est pas ça le problème. Elles savent vendre, elles savent négocier, tout ça c'est pas un problème.
stratégies commerciales, le plus souvent, elles en ont. Elles en ont, bien sûr. Et donc, du coup, tout ça, c'est pas un problème. Le seul problème, enfin, un des problèmes, c'est qu'il y a un mélange entre chiffre d'affaires et bénéfices et revenu familial. Donc, une fois gagné aujourd'hui, il y a un baptême, il y a un mariage, je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, du coup, l'argent est... Et tout voilà. Est réinjecté. C'est ça. Donc, et éparpillé surtout. Éparpillé dans 10 000 activités. Divertissement surtout, oui. Voilà. Donc, du coup, ça fait qu'on ne se donne pas un salaire. Donc, on prend au jour ce qu'on gagne. Ne serait-ce que se déterminer un minimum de salaire. Le BA, on prend le minimum possible. Je vends 10 000 francs par jour. Je vais prendre 3 000 francs CFA comme salaire mensuel ou par semaine, qui est mon salaire. Je le détermine comme salaire. Tout ce qui est au-dessus que je gagne aujourd'hui, je le mets dans un compte, enfin, en tout cas sur mon matelas, comme vous voulez. Donc du coup, ça permet d'équilibrer les manques au jour. Parce qu'aujourd'hui, je suis grand, demain, je suis petit. Donc du coup, en vendant aujourd'hui tout le produit que j'ai pu prendre chez mon fournisseur, donc j'ai pu vendre au moins 10 000 francs CFA, en prenant un exemple concret. J'ai mes 3 000 francs que j'ai retirés, ça me reste 7 000. Je garde les 7 000. Donc je sais que 5 000 francs CFA doivent me permettre d'approvisionner mon produit pour demain ou après-demain. Et donc du coup, il me reste 3 000. D'accord. Non, 2 000, pardon, à peu près. Et donc du coup, ça me permet d'ajuster au fur et à mesure le manque à gagner du jour. Donc là, j'ai fait bien attention s'il y a un mariage, s'il y a autre chose. Donc du coup... il y a un problème d'éducation financière. Donc je ne vais pas généraliser. Parce que voilà, tout le monde n'est pas... On va dire qu'elles ont besoin d'être structurées financièrement et doivent avoir une gestion financière. Tout à fait. Une gestion financière, une fois de plus, dans la langue qu'elles comprennent. En mettant un petit cahier dépenses et recettes qui va leur permettre de pouvoir vendre leurs produits, d'écrire un tout petit peu, même si elles ne savent pas écrire, demander à un fils, à un machin, de mettre un peu de chiffres. J'ai ces éléments journaliers. J'ai besoin d'un microcrédit. J'apporte cet élément-là. Ils vont me mettre dans un document financier en mettant un langage qu'eux-mêmes comprennent parce que je ne comprends pas forcément leur langage. Mais eux, ils se comprennent. Donc, du coup, mais moi, je les apporte des éléments qui leur permettent d'apprécier mes ventes. Donc, du coup, en faisant tout ça, je peux prétendre à un prêt financier. Donc, je peux devenir bancarisé. D'accord. Utilisable, pardon. Utilisable, d'accord. Alors, le Malien est bon payeur. Je ne sais pas si vous direz le contraire. Les femmes sont bons payeurs. Donc, les Maliens sont bons payeurs. Je dirais plutôt les femmes maliennes sont bons payeurs. D'accord. Alors, pourquoi les banques ne suivent pas les projets des jeunes? Une fois de plus, il y a un problème de confiance. Il y a un problème d'appréciation d'éléments financiers. Et il y a un problème de garantie bancaire. Tout à fait. Les banques demandent beaucoup en garantie bancaire aussi. Un petit jeune de 20 ans qui veut se lancer dans un business, on va lui demander d'avoir un titre foncier, d'avoir... voilà, donc ça aussi, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème, effectivement. Je pense que l'un de nos combats, vous et nous, c'est de mettre en place un système de garantie bancaire qui va permettre aux jeunes qui sortent des écoles, aux jeunes qui ont des idées intéressantes, pas des idées farfelues, excusez-moi l'expression, mais des idées qui sont soutenables. Donc, du coup, de suivre ces jeunes-là en les structurant d'abord. Le jeune doit rentrer dans un système de formation pendant une formation courte, pas forcément certifiante, mais qui nous permet de tester plusieurs choses. La motivation, la mise en place de leur projet, si ce n'est pas fait, les mettre au boulot pour qu'ils puissent eux-mêmes réaliser exactement le projet. Et une fois que le projet est ficelé, qu'on mette en